Salut Darnaud, bonjour à tous. Alors, nous allons continuer sur l'effondrement. La dernière fois, on s'est arrêté euh, au- à la nécessité de construire des réseaux de solidarité et d'entraide pour que on puisse encaisser le choc de l'effondrement qui va arriver un jour ou l'autre. Bon, on ne sait pas comment, mais ça va arriver. En fait, il suffit d'un élément déclencheur. En général, c'est comme ça que ça se passe quand les grandes catastrophes arrivent. Tous les éléments sont en place, toutes les conditions pour que ce soit une catastrophe sont en place, et puis tout d'un coup, il se passe un truc. Généralement, quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas... Euh, et là, on va voir euh, un des trucs qui est possible qui arrive, malheureusement, c'est une bonne vieille guerre généralisée avec utilisation du nucléaire. Eh oui. Donc je sais pas si vous suivez l'actualité. Moi, j'ai coupé les infos de la télé parce que ça, je regarde plus. C'est affolant, débile, désolant. Euh, bon, donc je me renseigne autrement. Heureusement, à notre époque, on peut se renseigner autrement, ce qui n'était pas le cas euh, ailleurs, dans le temps. Alors, oui, si on regarde, hein, donc il y a des guerres partout, il y a l'autre cinglé, Mr. Tangerine Man, qui veut qui veut envahir tout ce qu'il trouve, enfin, la terre entière, pourquoi pas. Hein. De toute façon, c'est ça où il tombe parce qu'il va avoir des gros problèmes dans son pays. Donc, quelles que soient les raisons, il y a toujours une bonne raison pour aller faire la guerre. Euh, bon, il y a bien sûr les histoires financières parce que les armes, ça coûte cher, surtout quand on passe dans le nucléaire. Hein. Les, les bombes qui sont faites actuellement ne sont pas testées. Faut bien savoir ça, bien comprendre ça. C'est qu'elles ne sont pas testées parce que c'est plus possible. Il y a des accords internationaux et puis c'est commence à être dangereux. Elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortes que celles d'Hiroshima et de Nagasaki. Hein, c'était des petites bombinettes de rien du tout. Euh, alors, tout le monde sait que si on va, le premier qui balance une bombe nucléaire sur un pays, il en reçoit plein de la part de soit de l'autre pays, soit des autres. Enfin bref, c'est le bordel complet. Et là, boum, ça part dans tous les sens. Euh, alors, espérons que l'être humain aura un minimum de bon sens et qu'au dernier moment, il n'y aura pas un gars qui va appuyer sur un bouton. Alors, c'est pas aussi simple, hein, heureusement. Donc, on peut pas, c'est pas un seul type tout seul qui peut décider, pour peu qu'il ait mal dormi ou bien qu'il a une contrariété. Ah, c'est comme ça, allez, boum. Non, ça c'est pas possible, heureusement. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le truc. Il y a sans doute un code à rentrer. Enfin bon, c'est un peu compliqué, exprès. Hein. Bon, euh, alors que ça arrive ou que ça arrive pas, de toute façon, la civilisation telle qu'on l'a connue, nous, elle va s'arrêter. Il y aura épuisement des ressources, la cupidité généralisée ou tout d'un coup
le système financier, bancaire et autres, ça va s'écrouler parce que ça correspond plus à rien maintenant. Avant, c'était simple, la richesse d'un pays, enfin le nombre de billets que le pays pouvait émettre, les sommes que la richesse du pays, quoi, c'était en gros correspondait au stock d'or qu'il avait dans un coffre super sécurisé, Fort Knox, euh, puissance 10, je sais pas. Bon, c'est plus le cas maintenant. Donc ça repose que sur des histoires de commerce, d'échange, de domination, de livraison, enfin de tout. Je sais pas pourquoi je parle de livraison, parce que j'attends quelque chose là aujourd'hui. Bon, voilà. Ça repose en fait sur du vent. Quand il n'y aura plus de pétrole ou que tout le monde va s'entretuer pour les derniers puits ou les derniers trucs, alors c'est pas tout de suite ça, hein, dans un certain temps. Tout ça n'aura plus aucune valeur. Bon, alors comme dit l'autre, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise et il peut y avoir autre chose. Un super volcan, une météorite, euh, un truc auquel personne n'a pensé, on ne sait pas. Hein. On sait déjà que, par exemple, l'axe de la Terre a légèrement changé depuis que l'Antarctique fond, et puis que l'Arctique a bien fondu aussi. Voilà, ça c'était un truc auquel on n'avait pas pensé. Alors pour l'instant, ça n'a pas de grandes conséquences. Euh, à part une petite qui, je ne sais pas si ça, si c'est quelque chose de très important ou juste anecdotique, le niveau de la mer n'est plus le même partout. Ah oui, puisque comme l'axe de la Terre a bougé, tout ça, bon, voilà. Donc il y a des coins où le niveau de la mer est plus haut et d'autres où il est plus bas. Ça, bon. Alors, si, c'est sûr que ça joue énormément si vous habitez au Bangladesh ou dans des îles du Pacifique ou le delta du Nil, le delta du Mékong, le Brahmapoutre, enfin tous ces coins-là, où c'est vraiment des gros machins. Bon, voilà. Donc, là, oui, il va y avoir, alors il y aura des migrations massives. Là, de toute façon, ça, on y va. Euh, les, euh, les racistes et autres xénophobes seront embusqués derrière leur sac de sable avec les mitrailleuses et puis en train de voilà, ils tireront sur tout ce qui bouge jusqu'à ce qu'ils soient débordés, bien entendu. Euh, bon, c'est pas gai. C'est pas gai. L'avenir n'est pas gai. Euh, et il y aura une grosse diminution de la population. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de morts. Et ça, on ne pourra pas l'empêcher. Alors, s'il y a un truc nucléaire, alors là, c'est euh, peut-être pas l'extinction de l'humanité, parce que je dis, on est quand même plus de 8 milliards, donc il y aura forcément des coins où ça sera préservé, mais euh, tous ceux qui ont dominé le monde, etc., eux, il va y avoir droit. Hein. Et boum, et New York, boum, Paris, Moscou, machin, Kiev et tout. Pof. Bon, mais c'est pas sûr que ça se fasse. Peut-être que ça ne se fera pas. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces bombes après? Bon, euh, alors, au bout
bonne période de temps, quand même, hein. Là, alors là, on va parler sur plusieurs, plusieurs dizaines, voire peut-être plusieurs centaines d'années. Euh, Petit à petit, les, les réseaux qu'on aura mis en place avant vont petit à petit se transformer en petites sociétés. Hein, donc de 15 personnes, 15, 150 personnes maximum, des quartiers comme ça, des choses comme ça. Et, et petit à petit, on va commencer à reconstruire une civilisation avec des villes, avec des marchés, des commerçants, tout ça, sauf qu'il y aura plus de bateaux enfin, il y aura des bateaux à voile, mais pour amener des containers, ce sera un peu suffisant, même si on souffle dans les voiles. Euh, ça, ouais, ça va être probablement euh, ce qui va se passer parce que c'est humain, c'est comme ça. Et puis en plus, la mémoire sera là parce qu'on va la transmettre d'une manière ou d'une autre. On va la transmettre aux générations suivantes en disant regardez d'où on vient, faut surtout pas recommencer. Ça va être la règle, la règle, le truc, surtout de jamais recommencer. Voilà. Tout ce qui a été fait avant, ben, faut faire l'inverse. C'est pas compliqué. Hein. On adapte évidemment, mais euh, on a tout basé ici sur la cupidité, sur l'enrichissement personnel, le pouvoir d'achat, les biens matériels, enfin tout ça. Bon, ben, il faudra que ce soit l'inverse. Hein, tout basé sur l'entraide, la solidarité, et si possible, ne plus réinventer la monnaie. Je sais pas si on pourra, parce que avec la monnaie commencent les problèmes aussi. Tant que tu as des troupeaux de vaches comme compte en banque, ça va, parce que tu vas pas avoir des milliards de vaches, peux pas t'en occuper. Donc ça va, ça reste raisonnable. Mais petit à petit, on sait comment ça c'est venu depuis Sumer jusque maintenant. Quand on voit ça, il suffit de regarder l'évolution des civilisations qui se sont succédées ou coexistaient en même temps, etc. On sait que ça finit toujours par déboucher sur un truc comme là où on est. Alors c'est bien, hein, je vous dis, hein, c'est pratique, hein, il y a de la lumière, il y a de l'électricité pour l'instant. Le jour où ça s'arrête, alors là, boum. Donc, il faudra reconstruire une société euh, et une civilisation. Et à ce moment-là, il faudra la faire intelligemment, c'est-à-dire euh, ne pas faire n'importe quoi, parce que sinon, on va recommencer. Hein, vous savez, je dis toujours, c'est la troisième génération en général, c'est que ça commence à dérailler. La première, ça va, on est en plein dedans, les esprits sont clairs, on sait ce qu'on veut. La deuxième, c'est les enfants. Ouais, alors il y a déjà un peu de contestation parce que c'est normal, on conteste un peu ce que font les parents, mais on reste un peu on reste dans le même, à peu près dans le même état d'esprit. Troisième génération, là en général c'est foutu. L'état d'esprit a changé, la mode, les machins et tout ça, donc hop, euh, on peut pas compter là-dessus. Donc on peut pas compter sur la bonne volonté des gens. Hein, tout parce qu'au début, tout le monde est d'accord, oui, pas de problème, on est bien convaincu et tout. Et puis au bout de quelques générations, bon, c'est reparti comme avant. Donc il faut regarder comment ont fonctionné
le type de civilisation dont je vous parlais dans la précédente, sur laquelle je me suis pas arrêté. Euh, ce type de civilisation, je vais lire. Quand il y a eu les premières civilisations, je répète un peu ce que j'ai dit l'autre fois, quand il y a eu les premières civilisations, vous aviez trois grandes civilisations, très grandes, pour l'une d'entre elles en tout cas, mais même l'Égypte et tout. Donc vous avez l'Égypte, la Mésopotamie, et puis ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus. Qui étonne tout le monde parce que tout le monde se demande ce que c'est, on comprend pas, voilà. Donc la civilisation de l'Indus était grande comme 2 fois la France. Et 2 fois la France, elle fait plus grande, un peu plus grande que 2 fois la France. Elle faisait 1 300 000 km², quelque chose comme ça. Ça allait du nord de l'Afghanistan au sud du Gujarat, de les voitures qui passent dans la rue, c'est rare, du Gange à l'Indus. Ah ben c'est livreur. Bon, ben je fais une pause. Fausse alerte. Parce que bon, enfin bon, quand il se passe rien ici, jamais. Donc. Oui, donc je vous disais, la civilisation de l'Indus était grande comme 2 fois la France. La Mésopotamie était pas mal, plus petite, mais grande quand même, c'était en Irak, Syrie, tout ça. Et puis vous aviez l'Égypte qui était donc, il n'y avait pas que le Nil, parce qu'actuellement c'est du désert, vous avez le Nil, et puis le delta du Nil. Dans le delta du Nil, ça va, c'est fertile, tout. Mais autrement, bah, il y avait rien. Donc ils ont fait un barrage, ça a été à mon avis une grosse connerie. Et d'ailleurs ça va faire des tas de problèmes quand l'eau va manquer. Oui, parce que c'est une grosse connerie. Parce que en cas de guerre, il suffit de faire péter le barrage d'Assouan, pardon, d'Assouan, et vous avez toute l'Égypte qui se retrouve dans la mer, dans la Méditerranée. Voilà. Bon, et puis voilà. Bon, je sais pas comment les choses vont se passer, mais enfin, à cette époque-là, l'Égypte, c'était vert, hein. Vert, peut-être pas très vert, mais c'était quand même une savane, et puis c'était pas un désert, quoi. Il n'y avait pas du sable. C'était pas du sable. Pareil sur l'Afrique du Nord, une partie, le Sahara, c'était une savane aussi, hein. On a trouvé des dessins, enfin des peintures rupestres, comme on dit, avec des girafes et des rhinocéros. Bon, c'est pas, les girafes, elles broutent pas du sable. Alors, la Mésopotamie et l'Égypte ont choisi le type de civilisation qui nous a amenés là où on est. Hein, parce que petit à petit, c'était toujours pareil, le système pyramidal, et puis il y avait un système horizontal. Donc le système pyramidal, c'est Mésopotamie et Égypte pour les pyramides, hein, évidemment. Et la civilisation de type horizontal, c'était ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus, que moi j'appelle la civilisation des 7 rivières, parce que c'est son nom. On verra ça plus tard. Mais parce que c'est son nom, hein, Sapta, 7, Sindhu, rivière, donc en sanskrit, ça donne Sapta Sindhu.
vous trouvez le Rig Veda. Vous trouvez ça dans le Rig Veda. Euh, donc cette civilisation, quand, quand les archéologues ont commencé, c'était en 1910, ils ont trouvé la première ville, par hasard, hein, puisque c'était les gens du chemin de fer anglais, les colons, qui construisaient une ligne de chemin de fer qui remontait à travers le Pakistan comme ça. Il n'y avait pas de Pakistan à l'époque, c'était encore l'Inde, mais qui remontait comme ça. Ils ont trouvé une ville qui s'appelle, à côté d'un bled qui s'appelle Harappa. Et puis ils avaient besoin pour leur chemin de fer de gravats pour mettre en dessous les rails et comme sur toutes les lignes de chemin de fer. Le ballast, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, mais je suis pas sûr. Ballast, je crois. Et là, ils n'avaient pas de problème pour en avoir parce que euh, les Indiens de l'époque, donc qui sont maintenant devenus des Pakistanais, euh, allaient chercher des briques. Ils arrivaient avec des briques toutes faites, après ils les cassaient, puis ils les mettaient sur la voie. Et puis bon, bah, il y a un Anglais qui s'est dit, tiens, où là, les briques, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils sont allés voir. Et en fait, ils allaient se servir dans un grand monticule recouvert de végétation et tout et tout. Mais il y avait un coin où il y avait des briques. Ils avaient creusé un petit peu, il y avait des briques. Donc, tant qu'il y avait des briques, ils se servaient. Alors, ils ont fait une étude, des fouilles sérieuses, hein, et ils ont découvert une ville. Et cette ville-là, c'était Harappa, enfin, qu'on appelle Harappa maintenant, mais qui avait un autre nom dans le temps. Et, le, et cette ville-là, elle les a étonnés. Hein, étonnés parce que c'était très différent de toutes les autres civilisations. 10 ans plus tard, je crois que c'est en 1920, ils ont trouvé Mohenjo-Daro, qui est donc une autre ville au sud, et qui était, elle, mieux préservée. Et mieux préservée, et ils en ont... et donc ils ont regardé la comparaison entre les deux villes, ils ont vu que c'était les mêmes poids et mesures, la même architecture, le même esprit. Hein, c'était construit sur une plateforme en briques. La ville était faite toute en briques avec des murailles en briques, etc. Et à l'intérieur des villes avec des avenues, des rues, des machins. Mais ça n'avait rien à voir avec les autres, qui elles tournaient toujours autour d'un palais ou d'un grand temple ou d'une pyramide ou d'une ziggourate ou des choses comme ça. Là, non, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Il y avait grand confort, il y avait une ville haute avec les espaces communs, les greniers, enfin, on suppose que c'est les greniers, mais ça devait être ça, c'est possible, pour mettre tous les stocks pour la culture, puisqu'ils cultivaient en quadrillage. Hein, une culture comme ça, enfin en fonction du soleil et des besoins des plantes. Donc une culture comme ça, et puis l'autre comme ça. Donc en fonction des besoins des plantes, et ça faisait des sacrées récoltes. Et alors, chose aussi intéressante, c'est que ils ont regardé, une des premières choses qui sautent aux yeux des archéologues, c'est s'ils trouvent des pointes de flèches plantées dans les murs. Ça, c'est signe qu'il y a eu une guerre ou une bataille, que des gens ont attaqué, ont tiré leurs flèches, ils ont tiré à côté, c'est rentré dans les murs. Là, rien, aucune. Aucune trace de violence, nulle part, nulle part. C'est pas tout. Attendez. Donc ils ont continué et
et ils ont continué à analyser, à regarder, à fouiller et tout ça avec plusieurs méthodes différentes et tout et tout. Ça, il y a des bouquins, c'est en anglais hein, en général. En français, il n'y a pas grand-chose. Si ça avait été une ancienne colonie française, oui, il y en aurait, mais là, comme c'était un truc anglais, ça n'intéressait pas les gens. Ça m'intéresse toujours pas, parce qu'à ma connaissance, il n'y a toujours pas de livre dessus, hein, à part les trucs que j'ai écrits. Bon, euh, le, le, les archéologues, donc, quand sont arrivés, ils disaient, bon, bah, alors comment fonctionnait cette ville? Il devait, où est le palais? Où est le roi? Où est le maire, si on veut? Euh, ben, on peut pas savoir. Il n'y a pas de palais. Pas de palais. Pas de temple. Pas d'esclavage. Aucune trace d'esclavage. Pas d'armée. Pas d'armée. Pas de cuirasse. Pas de reste de cuirasse, hein, évidemment. Pas de reste de bouclier. Alors, il y a des armes. On trouve des armes. Ça servait certainement pour certaines, en tout cas pour la chasse. Euh, pour euh, pour d'autres, ça devait, euh, on ne sait pas, des lames en cuivre, euh, essentiellement. Il y en avait plus que de lames en bronze, parce que bon, ben, le bronze est arrivé un peu après. Euh, et les lames en cuivre, alors c'est totalement inefficace dans les combats. Par contre, pour frimer, alors là, wow, hein, vous astiquez bien votre lame en cuivre, il y a le soleil, boum, ça brille. Oui, eh oui. Ben, pourquoi pas. Et donc, alors, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de palais, de temples, rien, hein, rien. Alors, parfois, ils avaient des chiottes. Oui, des toilettes, pardon. Je dis des gros mots. Ils avaient des toilettes, y compris des toilettes publiques. Ce qui fait rêver les Indiens d'aujourd'hui, parce que, enfin bon, moi j'y étais il y a 50 ans, mais un peu plus. Mais euh, il n'y avait pas de toilettes nulle part, même pas dans les maisons. Alors je dis pas dans les villes, tout ça peut-être, mais moi les villes, je, je fuis, je fuis. Donc, même à la campagne, eh ben, tu avais tes besoins à faire, ben, tu allais au bord de la rivière, hein, t'allais, ou derrière un bosquet, mais bon, en général, ils allaient plutôt au bord d'une rivière, parce que les villages, tout ça, sont toujours construits à côté d'une rivière pour avoir de l'eau. Et tu fais tes besoins pas dans l'eau, parce qu'elle est sacrée, mais tu fais à côté, puis tu te laves le derrière après. Et puis alors, c'est toujours propre. On se demande pourquoi et comment ils ont fait pour garder les. Ben, c'est les chiens errants qui viennent et qui nettoient tout. C'est toujours impeccable. Bon, alors à l'époque à Mohenjo-Daro, il semble, alors là, je suis pas sûr, je ne garantis pas, qu'il y ait eu des toilettes publiques. Bon, faudrait que je dise un truc là-dessus plus documenté et spécialisé, mais euh, je- enfin, c'est une question qui se pose. Euh, il y a 5000, il y a plus de 5000 ans. Donc, et puis alors les murailles n'ont absolument pas la moindre trace de violence, ni ailleurs, hein. Il y a pas de trace de violence du tout, nulle part. Ni sur les cadavres, les squelettes, les cadavres qu'on trouve dans les cimetières, à Harappa par exemple, celui-là à Harappa,
un cimetière qui a été assez fouillé. Il n'y a pas de traces de coups de hache, de coups de machin, non, rien. Et puis alors on se dit dans les tombes on va trouver des trucs, ben non, parce que les gens étaient enterrés dans les tombes très simplement, le plus simplement possible, quelquefois avec un collier ou un truc comme ça, mais voilà. Alors, ah oui, et aussi les murailles n'étaient pas des, d'après les experts militaires et tout ça, c'était pas du tout des murailles pour la guerre. C'était des murailles pour se protéger des crues des rivières. Parce que je ne sais pas si vous, quand vous suivez l'actualité là, mais tous les ans maintenant, le sud du Pakistan, donc c'est la zone qui nous intéresse, euh, est inondé. Et les gens sont évacués, ça fait des dégâts terribles et tout et tout. Et alors à l'époque, pour se prémunir de ça, ils avaient des murailles, mais bon, ça n'empêchait pas de temps en temps des inondations quand même. Et puis donc bah, ils reconstruisaient, voilà. Euh, alors cette civilisation-là, euh, tout le monde se demande mais qu'est-ce que c'était, comment il fonctionnait, est-ce que à qui c'était ces gens-là, quoi, hein. Parce que ça vient gêner aussi l'histoire de l'invasion aryenne. Hein, les invasionnistes, donc ceux qui sont persuadés que c'est nous et notre grande intelligence qui est venue apporter la spiritualité aux Indiens, il y en a qui manquent pas d'air, euh, euh, c'est nous qui sommes arrivés, donc il y a 3500 ans. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, ils sont passés par là. Et comme quand les gars quand ceux qui ont émis cette idée, cette histoire d'invasion aryenne, quand ça a été fait, donc c'était au début du 19e siècle, dans les années 1830 par là, ils ont ils savaient pas qu'il y avait des ruines en dessous les collines qu'ils voyaient. Ils savaient pas. Donc pour eux c'était voilà une chevauchée. En plus les gars ils devaient être à cheval d'après eux, ou alors dans des chars de guerre. Euh, et ils ont déboulé en passant par la Khyber Pass. Je sais pas si enfin, je sais pas si vous connaissez. C'est entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est un passage qui est un peu délicat, mais ça n'a pas empêché Alexandre le Grand d'y passer. Donc avec toute son armée. Donc peut-être. Bon. Bon, alors oui, enfin, pour Alexandre le Grand. Donc pour une invasion aryenne de gens arrivant des plaines d'Ukraine ou d'Asie centrale, ou alors là, il y en a qui trouvaient que ça venait d'Allemagne, que ça venait d'Italie, que ça venait d'Irlande, de bon, chacun y voyait son bled, et dit ah ben ça vient de chez moi là. Hein. Bon, euh, tout ça, ça perturbe complètement tout le monde, tous les archéologues. Et en plus, il y a un gros problème, c'est que c'est au Pakistan que se trouvaient les premières, une grosse partie de cette civilisation, et aussi une partie en Inde. Sur la rivière, la fameuse rivière que les Indiens appelaient la Sarasvati, et et qui s'appelle maintenant la Gagar en Inde et l'Akkra au Pakistan. C'est la même rivière. Bon, sauf qu'elle est asséchée. Et on a la date de l'assèchement puisque les spécialistes l'ont analysé et tout ça, ils ont trouvé tout, les raisons aussi, tout ça, ça a été confirmé par satellite, des tremblements de terre,
des affluents déviés, et puis la rivière qui n'avait plus rien comme eau qui arrivait, qui s'est asséchée. Puis alors, c'était grand, hein. Elle était plus importante que l'Indus. C'est pour ça que quand je dis la civilisation de l'Indus, je ne suis pas d'accord. Je le fais quand même parce que c'est sous ce nom-là qu'on la connaît, enfin que quelques personnes la connaissent parce que c'est pas c'est pas la foule. Euh, c'est parce que on l'a appelé comme ça tout simplement parce que les deux premières villes étaient sur l'Indus. Donc ils ont dit bon, c'est la civilisation de l'Indus. Bon, alors il y en a d'autres qui l'appellent la civilisation harapéenne du nom de Harappa, qui est le premier bled en haut là qu'ils avaient trouvé. Mais bon, c'est pas satisfaisant non plus parce que ça laisse de côté tout ce qu'il y avait sur la Sarasvati. Et la Sarasvati, là, il y a tout plein de, de, de ruines, de villages, de villes, de grandes villes, des villes enfin, où l'occupation, en tout cas des lieux, remonte à 8000 ans. Par exemple, comme à Birana ou à Rakigari. Mais là, non, là, c'est en Inde. Donc, du coup, avec les Pakistanais qui sont fâchés avec les Indiens, euh, ça pose des problèmes. Parce que les fouilles se faisaient essentiellement au Pakistan. Les fouilles se faisaient au Pakistan. Le, le, euh, le gouvernement pakistanais octroyait des autorisations de fouilles alors c'était souvent des occidentaux, hein, c'était des archéologues occidentaux. Il y a des Français qui ont fait à Côte d'Ivoire je crois que c'est une femme d'ailleurs qui dirigeait ça, à Côte d'Ivoire, qui a fouillé, qui a d'ailleurs trouvé que la ville avait été incendiée, mais ça semble pas être un incendie volontaire. Et ensuite, ça a été reconstruit. Bon, alors il y a plein d'archéologues qui se sont succédés et qu'il fallait avoir l'autorisation des Pakistanais. Celui qui a fait un gros boulot et que j'aime bien et dont je vous ai déjà montré le bouquin et l'autre fois le titre était écrit à l'envers, tant pis. Je comprends pas comment ça fonctionne. On fait ce qu'on peut. Euh, le, c'est Kenoyer, Jonathan McKennoy, qui a vraiment fait un bon gros travail et qui l'a fait au Pakistan au départ. Je crois que maintenant il est passé en Inde, mais je suis pas sûr. Et euh, il dit, alors lui, il va pas aller dire que ça a quelque chose à voir avec l'Inde, mais parce que sinon on lui coupe les crédits. Et il reconnaît que la rivière dont je vous parlais tout de suite, la Sarasvati, s'appelait bien la Sarasvati. Il dit ça devait être la Sarasvati dont parlent les vieux livres indiens. Voilà, comme ça, il se mouille pas. Les Pakistanais sont contents et les Indiens le sont un petit peu parce qu'on reconnaît que la rivière serait la bonne. Bon, pour ça, il faut lire. Si vous lisez l'anglais, c'est plus simple. Vous prenez le bouquin de comment il s'appelle Michel Danino. C'est un Français. Alors, quand un Français écrit en anglais, en général, on comprend plus facilement. Et il a fait un bouquin en anglais qui s'appelle On the Trail of the Lost River, Sarasvati. Donc, où il explique tout ça avec tous les références, les sources et tout. Voilà. Il n'y avait absolument aucun doute. D'autant plus que on a pu dater. Donc cette civilisation, on a dit, la rivière s'est asséchée il y a 3900 ans. Donc
après l'assèchement de la rivière, les gens qui étaient sur cette rivière sont tous passés sur l'Indus et mais seulement il n'y avait plus de place pour tout le monde parce que là c'était vraiment très peuplé et là il y avait beaucoup moins de enfin il y en avait mais il y avait beaucoup moins de possibilités d'hébergement et tout ça donc et puis en plus la Sarasvati c'était pas n'importe quoi on va voir quand on va voir approfondir un peu. C'était pas n'importe quoi, donc ça avait grosse importance pour eux. Le fait qu'elle soit asséchée, ça avait une énorme importance. Le début de cette civilisation-là, ça a été daté aussi, c'est il y a 5500 ans, les premières villes sont sorties de terre, mais sont pas sorties comme ça par magie. Il y avait déjà des installations, des gros villages, des agglomérations en tout genre, qui étaient déjà sur place. Hein, Birana, Rakigari, je cite ces deux-là, mais il y en a d'autres. Et donc 5500 ans environ. Voilà. Et puis, à l'époque, il y avait aussi autre chose. Il y avait un texte alors c'est un texte qui n'était pas écrit, qui était appris par cœur et qui était répété et appris par cœur à chaque génération, qui a été transmis oralement pendant des millénaires et ça continue encore maintenant. Hein, et c'est ce texte-là, c'est le Rig Veda. Oui, alors je sais, les puristes, ceux qui n'ont pas fait comme moi j'ai rien fait, j'ai pas de niveau d'études, j'ai un CAP, voilà, c'est tout. Hein, donc je me renseigne tout seul. Mais ceux qui ont suivi les écoles de sanskrit, qui ont été voir les profs qui ont des chaires à la Sorbonne ou au Collège de France et tout. Donc ils apprennent, eux, que le Rig Veda, c'est maximum moins 1500 ans. Bon, pourquoi moi, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi on donne cette date-là? Sur quoi on se base? Alors là, ils disent, c'est basé sur le Rig Veda. Ah bon? Mais le Rig Veda ne comprend pas de date. C'est à toi de les déduire en cherchant. S'il n'y a pas de date dans le Rig Veda, dans tous les vieux textes indiens, tout ça, bien sûr, et autres, il n'y a pas de date. Et par contre, il y a des indices, et si on cherche, on peut trouver. Par exemple, vous avez vous avez plusieurs mythes, hein, si vous voulez. J'aime pas le mot, mais enfin, c'est, on vous raconte le combat d'un dieu et contre qui combat avec avec le peuple, avec les gens de cette civilisation-là. Enfin de l'époque védique, je veux dire, de l'époque du Rig Veda, pas l'époque védique classique, l'époque védique du Rig Veda. Et on voit bien que ça raconte quelque chose qui est basé sur des événements probablement déformés et tout ça, mais qui ont quand même existé et il y a très longtemps. Et comme c'était transmis oralement, ça l'était fait de façon à ce que ça soit facile à retenir. Donc c'est pour ça qu'il faut éplucher les hymnes du Rig Veda. Et quand vous les épluchez, vous tombez sur plusieurs donc ces fameux mythes. Alors, tant pis, j'utilise le mot, mais donc vous avez le mythe de Indra contre Shambhara. Vous avez
Indra contre Indra, c'est le dieu de la force, de l'énergie, le tonnerre, la foudre, tout ça. Donc, après, on va retrouver chez les Grecs sous le nom de Jupiter, alors pas Macron, hein, je parle, mais de Jupiter, Zeus, enfin bon, tout ça, c'était les reprises du Rig Veda, si vous voulez. Ce qu'on doit aussi retrouver dans la mythologie celtique, mais que je ne connais pas suffisamment parce que pour l'instant, c'est que ce que j'ai vu là, c'est des trucs qui ont été traduits du gallois et ouais, ça remonte pas assez loin, hein. Bon, passons. Euh, le donc dans ces mythes là, vous avez vous en avez un qui est un petit peu surprenant. C'est le vol des vaches par les panis. Les panis, ça veut dire avare. Gripsou, radin, mais avare, quoi. Voilà. Et, et puis, quand on lit ça, on dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, c'est un peuple, disons les avares, qui va voler les vaches des gens bien, donc ceux qui s'appellent eux-mêmes les Arias, pas Ariens, Arias, ce qui a donné le fameux mot arien, bien sûr, après, qui a tellement plu à Hitler et à toute l'extrême droite en général. La supériorité de la race et tout. Donc ces gens-là, ils volent les vaches de ces gens-là, et puis ils vont les cacher, et ils vont les cacher où? Dans la montagne, dans une grotte. Ils sont avares, mais ils sont quand même pas très malins, parce que qu'est-ce qu'elles vont bouffer les vaches quand elles seront dans leur grotte? Elles vont lécher les murs, mais c'est pas des murs, c'est des cailloux, puis ça nourrit pas tellement. Alors, moi j'en étais à me demander ce que ça voulait dire. Il y a quelque chose là-dessous, mais tu comprends pas tout, forcément. Alors tu sais une chose, c'est que euh, les vaches, la vache, hein, elle symbolise la richesse, puisque à l'époque, on payait en vaches et ton compte bancaire, c'était ton troupeau de vaches. Hein, euh, quand tu organisais un sacrifice, tu louais le terrain, ça te coûtait une vache, tu embauchais les prêtres, ça te coûtait une vache par prêtre, etc. Voilà, tu payais en vaches. Donc ça représente la richesse. Et la richesse matérielle, bien sûr, mais aussi, bien sûr, comme c'est un bouquin qui est destiné à la spiritualité et à te faire connaître l'illumination, mais aussi à la richesse spirituelle, l'illumination. Hein. Ce dont on parle dans beaucoup de religions. Là, c'était pas vraiment une religion. Moi, je dis pas que c'est une religion, je dis que c'était de la spiritualité pure. Oh oui, alors il y a des dieux, des déesses, tout ça là. Ah, mais c'est l'aurore, c'est le soleil, c'est le courage, la force, c'est l'amitié, c'est bon, la rivière, le nuage, enfin voilà. C'est la nature qui est déifiée. Et puis en cas de besoin, il y en a un qui va apparaître et puis après on le reverra plus. Bon, voilà. Donc ce sont les hommes qui créent les dieux dans le Rig-Veda, c'est clair. Et les dieux sont la nature. Ce sont des forces de la nature représentées sous forme de dieux. Euh, voilà. Donc ce jour-là, un jour là, sur la fin de la traduction, j'étais à Limn,
j'étais en train de traduire l'hymne 1068, je m'en souviens, euh, et je discutais avec une fille une femme, qui était, c'est en anglais, et qui discutait avec moi au sujet de l'astronomie dans le Rig Veda. Donc, oui, on sait qu'il y a plein d'allusions à l'astronomie, mais je n'y connais rien. Et en dehors de la Grande Ourse, euh, bon, le, je n'y connaissais rien, mais c'est évident. Par exemple, il y a deux dieux, c'est les Ashvin, qui représentent qui apparaissent à l'est avant le lever du soleil, enfin avant le début du jour. Et les astronomes les appellent les deux, Castor et Pollux. Euh, Donc c'est là-dedans. Bon, alors, il y a certainement plein de choses que j'ai pas compris parce que euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et le Rig Veda est bourré de choses comme ça. Et puis après, une fois que la conversation s'est terminée, je continue ma traduction, je reviens dessus. Et puis tout d'un coup, paf, oh, ça me semble évident. Mais bon Dieu, bien sûr, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Donc, les avares ou l'avarice volent la lumière, prend la lumière et la cache et la met dans une caverne. Et donc il fait nuit. Et à ce moment-là, il y a un dieu qui passe par là, c'est Brihaspati. Je pense que c'est un autre nom d'Indra. Il entend les vaches gueuler à travers la caverne, les parois de la caverne. Il dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Crac, il casse la montagne et il libère les vaches. Et la lumière revient. Bon Dieu, c'est une éclipse. Ah, c'est ce que je me suis dit tout de suite. C'est une éclipse. T'affole pas Hervé, tu prends Google, éclipse Inde ancienne. Tac. Toute une, tout- les résultats à se suivre en français, en anglais, etc. Mais en français surtout. Euh, il y avait donc deux astronomes francophones, donc Kouchmi et puis merde, je sais plus. J'ai le bouquin en plus. Euh, qui avait fait un livre sur les éclipses totales. Hein. Euh, et les éclipses totales, en général, quand les astronomes font des bouquins sur les éclipses totales, ils font un petit récapitulatif avant, histoire de montrer que c'est pas tout nouveau. Et d'après les textes anciens, hop, on remonte aux plus anciennes éclipses de la mémoire de l'humanité, qui nous soient parvenues, parce que y en a eu d'autres bien avant. Euh, et là, eux, ils avaient trouvé qu'il y avait eu une éclipse en 3784 avant Jésus-Christ. Donc pratiquement il y a 6000 ans. Et c'était, d'après eux, c'était la plus ancienne parce que dans tous les livres qui ont été étudiés, tout ça, c'est de toute façon, c'est le Rig Veda le plus ancien. Alors, bon, voilà des infos, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, je vais vérifier. Alors, j'ai trouvé un site qui est spécialisé dans les éclipses et qui a mis au point un outil formidable. Tu rentres la date, hop, la date. Alors, si c'est avant Jésus-Christ, tu mets un tiret devant pour faire le moins. Il faut que ça touche le chiffre.
pas d'espace entre les deux. Bon, sinon tu mets une date normale. Et donc je fais ça, je vois, oui, effectivement, à cette, à cette époque-là, il y a eu une éclipse, mais c'était pas génial. Et je contacte le gars qui s'occupait du site. Et puis je lui dis, mais moi, je suis en train de traduire le Rig Veda, donc là, on m'a trouvé ceci et cela, tout, mais je vois que l'éclipse là, elle est, je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Puis le gars il me répond, non, non, cette date-là ne convient pas. Il y a effectivement eu une éclipse, mais c'était une éclipse partielle. Et donc là, déjà, ça foutait la théorie du vol de vache, là, ça la foutait en l'air. Et ça, c'est une éclipse partielle, mais dont qui se passait bien au nord. Et là, les gens étaient un petit peu concernés parce qu'ils voyaient bien que le soleil, il en manquait un bout. Mais c'était pas la nuit, c'était pas la panique, c'était rien du tout. Par contre, il y en a eu d'autres après, avant, je veux dire. Donc, alors j'ai cliqué, puis je suis arrivé sur le 19 février, pardon, 3989 avant notre ère. Et là, magnifique, vous avez une superbe éclipse complète, même pas avec l'auréole autour, hein, rien. L'éclipse complète, c'est-à-dire le noir total, sur tout le Pakistan, et qui remonte comme ça tout le long de l'Indus, et qui atteint son maximum au-dessus du Ladakh. Vous avez le Cachemire et le Ladakh juste au-dessus. Et alors là, Harappa, Mohenjo-Daro, toute la civilisation était dans le noir. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça. Donc, à moins que... Alors, je sais aussi que les Indiens ont fait le calcul, pas à partir de cet hymne-là, mais à partir d'un hymne du 5e mandala, le 540, où on parle d'une éclipse, et moi, en traduisant, j'ai vu, tiens, il parle d'une éclipse. Point. Je n'avais pas cherché à voir plus loin, moi. À ce moment-là, mais c'était au début, au début que j'étais dans les traductions. Et donc, on peut dire qu'il y a de fortes chances pour que le début de la civilisation de l'Indus, enfin du Rig Veda, je veux dire, soit aux alentours de 6000, peut-être même avant, parce que évidemment, l'éclipse n'a pas eu lieu dès le jour où ils ont décidé de s'installer sur la Sarasvati ou sur l'Indus. C'est donc, ça a au moins 6000 ans. Voilà, aux alentours. Mais le 19 février. Alors, eux, les Indiens, ils trouvent 3928. Et quelques mois avant la fin de l'année. Et je pense que la différence s'explique par les histoires de calendrier chrétien qui ont été modifiées du temps de Jules César entre le calendrier grégorien, julien, etc. Il y a eu l'année commençait pour les Occidentaux au 1er avril. Pour ça, le poisson d'avril, ça date de là. Et donc au moment où ils ont décidé de faire coïncider, parce qu'ils avaient fait les calculs sur 365 jours, tout rond. Hein. Or, il y a 365 jours écart. Bon, ben, au bout d'un moment, tu ajoutes les quarts de jours, et ben ça te fait quand même quelques mois. Quoi.
Voilà. Et donc, je pense que c'est venu de là, hein, que les deux dates sont un peu différentes parce que les Indiens l'ont calculé à leur manière. Et celle-là, je ne vais pas y toucher. J'ai le bouquin. Mais j'ai un bouquin, mais alors, pour pour y comprendre quelque chose, avec des équations, des machins et tout, oh là 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 là. Un matheux, lui, prendrait 100 pieds. Mais moi, alors les maths, je sais compter jusqu'à 36, mais après, je sais plus. 37, ouh, pas sûr. Non, je blague là. Donc voilà, la civilisation donc aurait, ce serait donc ce serait dans le Rigveda, ce serait donc terminé en avec l'assèchement de la Sarasvati, donc il y a environ 4000 ans, 3900 ans, et remonterait à 6000 ans, voire plus peut-être. Ouais. Alors pourquoi ça se termine il y a, il y a à 3900 ans? Ben parce que dans le Rig Veda, vous avez un hymne aux rivières qui cite toutes les rivières qu'il y a dans le pays, des 7 rivières, donc il y en a plus que 7, mais il les cite, ça part du Gange, la Yamuna, la Sarasvati, la, la Choutudri, la Parochni, etc., jusqu'à l'Indus. Or, il en manque une. Il en manque une. Entre la Yamuna et la Sarasvati, il y avait la Drishadvati. La Drishadvati, c'était une rivière qui a séché aussi aujourd'hui, maintenant, et qui amenait beaucoup d'eau à la Sarasvati. Elle amenait beaucoup d'eau parce qu'elle recevait la Yamuna. La Yamuna, qui maintenant va, alors je ne sais pas ce que ça va donner là, mais bon, elle va vers l'est, vers Delhi, vers Agra, tout ça, et elle rejoint le Gange à Allahabad, qui a changé de nom depuis, mais je n'ai pas retenu. C'est là qu'il y a la fameuse Kumbh Mela, tous les 12 ans, la Maha Kumbh Mela, hein, les petites Kumbh Mela, c'est tous les 4 ans, mais là, c'est tous les 12 ans. Là, c'est le gros truc. Parce qu'ils disent que là, la Yamuna rejoint le Gange et la Sarasvati est souterraine et elle les rejoint aussi souterrainement. Bon, oui, non, elle est asséchée, mais bon. Et c'est là que vous voyez tous les Nagababa, les mecs, les copains avec qui j'étais, qui sont les premiers à aller se baigner dans le Gange, tout nus, avec des cheveux qui leur tombent jusqu'aux pieds, des barbes bien pires que celles que j'avais avant que je la coupe. Voilà. Donc, on peut et on constate donc une chose, c'est qu'ils citent toutes les rivières, mais les rivières ne sont pas mais la Sarasvati, je veux dire, n'est pas considérée comme une plus grosse rivière que les autres, parce que l'hymne s'adresse à l'Indus. On l'appelle le Nadi Shukta pour les amateurs. Donc l'hymne aux rivières, alors oui, on parle de toutes les rivières, mais ça démarre par Au Sindhu, et Sindhu, ça veut dire rivière, mais ça veut dire aussi l'Indus. C'était le nom de l'Indus. Et je pense que si, je pense que normalement, si ça s'adressait aux rivières, ben, il l'aurait mis au pluriel. Et c'est là, il est au singulier. Donc, je pense que c'est l'Indus. Donc, si c'est ça, effectivement, l'Indus est redevenu plus important que la Sarasvati, parce que de toutes les rivières, il faut bien savoir ça aussi, c'est que de toutes les rivières, il n'y en avait qu'une qui était une déesse, c'est la Sarasvati. L'Indus n'était pas une rivière, elle n'était pas une déesse ou un dieu, le Gange non plus, la Yamuna non plus, hein. Juste une seule, c'était la Sarasvati. Donc, il manque déjà
le gros affluent là, le niveau a baissé. Donc on approche de la fin. Encore un tremblement de terre, et après la Sutlej va partir dans l'autre sens, la Choutoudry dans le Rigveda, et actuellement la Sutlej, et ça, elle coule toujours, hein, mais sauf elle coule dans l'Indus. Ouais. Voilà. Donc tout ça, ça a été observé par satellite, il n'y a pas de doute. Donc ça nous fait une civilisation qui a la même date que, enfin, les mêmes dates à peu près que le Rigveda. Ouais. Donc, je veux dire, oui, non, non, nous on va pas regarder, parce que c'est le raisonnement des Occidentaux et des archéologues qui, même indiens d'ailleurs, qui veulent faire ça à la manière occidentale. Ils disent, on regarde pas les bouquins religieux parce qu'on n'y comprend rien. On regarde uniquement les ruines, quoi. Ce qu'on trouve, et puis ce qu'on trouve en cherchant. Et ouais, ben c'est une erreur. À mon avis, c'est une grosse erreur, très grosse erreur. Une grosse erreur, une grosse bêtise, parce que il y a pas, aucune personne n'est capable de vous dire ce que c'était. Bon, si ça se passe au même endroit et en même temps, il y a des chances quand même que ce soit lié, hein. Donc, c'était donc la civilisation qui avait comme alors ça c'est ma déduction, bien sûr je peux être tout seul à penser ça, hein. Euh, C'était donc une civilisation qui avait, comme toutes les civilisations, une forme de spiritualité, parce que sinon ça s'écroule. Regardez-nous ce qui va nous arriver. Et je parle pas de religion, je parle de spiritualité. La différence entre spiritualité et religion, c'est que la religion, c'est on te dit il faut que tu crois à tel Dieu et que tu suives ses règles, sinon ça va chier pour toi. Alors que la spiritualité, tu vas voir toi-même ce qu'il en est et tu tires toi-même tes conclusions. Et oui. Donc voilà. Et cette civilisation-là a permis donc d'avoir 1500 ans sans guerre, où alors il y a peut-être eu des escarmouches ou des trucs comme ça, mais sans trace en tout cas, sans trace de violence, sans trace de quoi que ce soit. Et puis c'était très prospère parce que au lieu de dépenser ses richesses, donc ses vaches, pour faire la guerre, pour tout ça où ça coûte très cher. À l'époque, ça coûtait très cher. Maintenant, ça va coûter encore plus cher, hein. Les, bah, ça allait bien. Tout le monde prospérait. Il y avait une organisation sociale sur laquelle on reviendra sans doute le prochain coup, parce que je ne vais pas tout faire d'un coup. Et on se dit, à ce moment-là, si on prend civilisation dite de l'Indus, donc le Sapta Sindhu, la civilisation des 7 rivières, vous mettez le Rigveda avec, et puis vous regardez si ça colle, eh ben vous dites, eh oui, parce que en étudiant le Rigveda, alors en le traduisant c'est encore plus simple, parce que là tu fais mot par mot. Euh, c'est du boulot. Tu t'aperçois que je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Ah oui, tu découvres que en fait ça raconte une histoire très longue. Le 10e mandala du Rigveda, le dernier, lui c'est le plus récent, et alors pas le premier parce que lui je sais, j'ai pas encore compris ce que c'était exactement, mais il fait exactement le même nombre d'hymnes que le dernier.
Et donc ça, il y a une raison pour ça, je n'ai pas compris laquelle. Euh, et lui, il reprend un petit peu toutes les époques anciennes dedans avec. Alors vous voyez ça au nom des rishis. Les rishis, c'est les gars qui ont écrit les hymnes à leur nom, à leur famille, aux événements. Par exemple, vous avez le roi Divodassa qui est Divodassa, ça veut dire serviteur du ciel, qui lutte contre les Dacius. Donc la racine, c'est qui empêche, qui retient. Donc, alors, bon, il y a l'explication spirituelle qui est facile à comprendre, mais qui est certainement basée sur des combats qu'il y a eu entre des gens qui n'avaient pas la même pratique, ni la même culture, etc. Et ça remontait bien avant qu'ils construisent les villes. Le roi d'Ivodassa a eu un petit-fils qui s'appelait Sudassa, le bon serviteur, toujours pareil, des dieux ou du ciel, et qui était le roi des Bharata. Alors, il n'était pas le roi de tous les peuples védiques, mais le roi des Bharata, et qui s'est retrouvé en guerre contre 10 rois, 5 issus des peuples védiques, et 5 autres rois qui n'étaient pas des gens ayant cette culture-là. Donc il a dû se passer quoi, à tout casser un siècle entre les deux. Oui, ça, on se rapproche. On voit là, et cette guerre des 10 rois là est racontée dans le septième mandala. Et le septième mandala, c'est le dernier des anciens mandalas. Donc les mandalas de 2 à 7 sont les anciens. Hein, on voit ça, je dis, au nom des rishis, au nom des familles, au vocabulaire, hein, parce qu'il y a tout un tas de mots que vous les trouverez dans ces hymnes-là, mais pas dans les autres. Alors c'est tout un truc. Oh là là. Et bon, alors je suis pas le seul à dire ça. Hein. Il y a d'autres gens qui disent pareil parce que c'est tellement évident que voilà. Donc voilà. Bon, je m'arrête là. C'était pour vous dire que il y avait donc une civilisation horizontale qui a très bien fonctionné, qui s'est terminée parce qu'il y a eu un événement, un élément déclencheur, comme je disais, ça a été les tremblements de terre dans, dans l'Himalaya et qui ont asséché la Sarasvati. Voilà, et ça s'est terminé comme ça. Et après, ils sont partis, ils sont allés descendus. Il y en a d'autres qui sont remontés vers les plaines d'Asie centrale, là, qui sont d'ailleurs peut-être en partie en partie nos ancêtres. Euh, pas clair les histoires de chromosomes Y. Ça demanderait à être regardé de plus près et par des gens qui n'ont pas déjà des idées qu'ils ont appris à l'école. J'aime pas l'école. Bon, voilà, je m'arrête là. Il y a eu un modèle, il faudra qu'on s'en inspire parce que ça a bien fonctionné. Mais c'est pas tout parce que après je vais vous expliquer pourquoi ce modèle-là fonctionnait bien. Ah, ça va être une autre vidéo. J'ai commandé un micro parce que le son a l'air d'être à moitié pourri avec cette tablette, donc je verrai. Je vais attendre de voir si le micro arrive ou pas parce que je n'ai pas de nouvelles. Et si j'arrive, en plus si ça va sur la tablette parce que c'est pas sûr. Sinon je vous fais ça sur l'ordinateur, mais là vous aurez la qualité d'image nulle, quoi.
c'est du 720. Et encore, ouais, ça c'est moche. Bon, voilà. Donc j'arrête là. Prochain truc, je vous explique pourquoi cette civilisation a bien fonctionné, pourquoi on devrait s'en inspirer. Alors pas nous, hein, on sera mort depuis longtemps, mais nos descendants. Pourquoi nos descendants devront s'en inspirer s'ils veulent ne pas recommencer les conneries qu'on a faites. Et ben on verra ça, tout ça à ce moment-là. Hein. Allez, Kenavo dans le hall, bonsoir à tous et dormez bien. Voilà.